Bonsoir, bienvenue dans Lundi Investigation. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un tueur et particulièrement dans celle d'un ado assassin? Il y a 8 ans, presque jour pour jour, le 20 avril 1999, 2 garçons de 17 et 18 ans ont fait un carnage dans leur lycée de Columbine, près de Denver, aux États-Unis. Avec des grenades à la main et des armes de guerre, ils ont pendant 45 minutes tiré sur tout ce qui bougeait, devant le lycée, à la cafétéria, à la bibliothèque et dans les couloirs. Ils ont tué 11 de leurs camarades, un professeur et blessé 24 personnes. Apparemment, aucune revendication, aucune raison apparente à cette folie meurtrière. La police américaine vient de déclassifier 946 pages de son enquête et nous nous sommes procurés ces documents. C'est exclusif à la télévision française. Vous allez voir les journaux intimes des tueurs, vous allez voir également des vidéos inédites, des vidéos qu'ils ont filmées dans leur jeu quotidien et même les armes à la main. Vous allez surtout voir comment 2 ados apparemment sans histoire, humiliés et méprisés par leurs copains, ont fini par riper jusqu'à vouloir réaliser la plus grande tuerie de l'histoire des États-Unis. Ils allaient tous les matins à l'école, tout en planifiant le massacre de 400 personnes. Pour son enquête, Stéphanie Kem a retrouvé parents, professeurs et élèves témoins de ce drame. Regardez Fusillade de Columbine dans la tête des tueurs. Lycée Columbine, 20 avril 1999. Les caméras de surveillance de l'établissement filment ces scènes de panique. Ces images feront le tour du monde. 2 adolescents pénètrent dans la cafétéria de leur lycée. Équipés d'un véritable arsenal de guerre, ils tirent avec des mitraillettes, des fusils à canoncier. Ils ont aussi des bombes qu'ils jettent dans tout le lycée. Mais c'est dans la bibliothèque que la tuerie sera la plus sanglante. Seront abattus de sang-froid Daniel Mauser, 15 ans, Lauren Townsend, 18 ans, Isaiah Schwells, 18 ans, Cassie Bernal, 17 ans, Daniel Rorba, 16 ans, tué alors qu'il tentait de s'échapper du lycée. Et il n'y a pas que, au total, 13 morts et 24 blessés. Que s'est-il passé? Qui sont ces 2 adolescents meurtriers et pourquoi ont-ils assassiné à bout portant leurs camarades de lycée? Nous sommes 5 mois avant la tuerie. Les 2 meurtriers sont filmés par un copain dans la tenue qu'ils porteront le jour du massacre. Long manteau et lunettes noires. À gauche, Eric Harris, 18 ans. À droite, Dylan Klebold, 17 ans. 2 ados apparemment sans histoire qui se sont transformés en anges exterminateurs. C'est ici, à Denver, 3,5 millions d'habitants au cœur des États-Unis, que commence notre enquête. Nous arrivons à Littleton, dans la banlieue sud. Les 2 tueurs vivaient dans ce quartier paisible et résidentiel. Les parents de Dylan Klebold habitent ces 3 grosses maisons à l'écart, avec cours de tennis et piscine privée. L'accès est bloqué par une barrière. Ils ne veulent pas rencontrer les journalistes. Dylan Klebold, l'un des meurtriers, le timide aux cheveux longs, est né en 1981. Sa mère est éducatrice pour enfants handicapés et son père ingénieur. Une famille unie. À l'école élémentaire, Dylan Klebold était bon élève. Il faisait d'ailleurs partie d'un programme pour élèves précoces. Dylan était alors inséparable de son ami Brooks Brown.
La première fois que j'ai rencontré Dylan, c'était en CP. Je me rappelle, c'était le premier jour de la rentrée des classes, quand chaque gamin essaie de trouver son meilleur copain. Et Dylan et moi, on se ressemblait. On était les plus grands dadais de l'école, mal dans leur basket, alors on est devenus copains. On adorait jouer au Lego ensemble quand on était gosses, alors très souvent il venait chez moi après l'école. En bon petit américain, Dylan Klebold est inscrit dans l'équipe de baseball de son école. Il joue de la batterie et passe ses vacances chez les scouts. Les parents de Brooks Brown accueillaient souvent Dylan Klebold chez eux. Ils connaissaient bien les parents de Dylan. Les parents de Dylan n'étaient pas des parents très chaleureux, ni très tendres avec leurs enfants. Ils étaient plutôt froids et distants avec eux. Mais ils s'occupaient vraiment bien d'eux. On peut dire que c'était des parents présents. Ils ne buvaient pas, ne sortaient pas. Ils restaient chez eux en famille, n'étaient pas grossiers, pas violents. Ils ne donnaient même pas de fessées à leurs enfants. Tom, le père de Dylan, était contre la guerre. Il n'aimait pas les armes. Dylan Klebold est un garçon comme les autres, qui grandit dans une banlieue blanche et sans histoire. Eric Harris, le second meurtrier, arrive à Littleton à l'âge de 12 ans. Son père, Wayne Harris, est militaire. Il déménage au gré de ses mutations. Son fils Eric est un enfant solitaire et sans attache. Randy Brown nous emmène voir la maison des Harris à quelques rues de chez lui. Ici, c'était la maison d'Eric Harris et de ses parents, celle avec le garage ouvert. Bien sûr, ils ont déménagé depuis. Comme ses deux parents travaillaient, Eric faisait un peu ce qu'il voulait. Ses parents ne s'inquiétaient jamais de savoir ce qu'il faisait dans sa chambre ou dans sa cave. En 1993, Eric rentre au collège. Il se lie d'amitié avec Dylan Klebold. 5 ans avant le massacre, le couple infernal est formé. En 1996, les deux copains font leur rentrée ensemble au lycée de Columbine. Ils ont 15 ans. À l'époque, Dylan Klebold a une amie, Devon Adams. Pour ses 16 ans, elle invite Dylan à sa fête d'anniversaire. La première fois que j'ai rencontré Dylan, il était vraiment très timide. Sinon, il n'avait rien de particulier. Il était habillé comme tout le monde, jeans, t-shirt. C'était un dingue d'informatique. Il y passait vraiment beaucoup plus de temps que les autres. Bref, il était plutôt normal. Simplement, il n'était pas à l'aise quand il se retrouvait en tête-à-tête avec quelqu'un. D'ailleurs, il n'était à l'aise que lorsqu'il parlait de cinéma, de musique, de tout sauf de lui, quoi. Derrière le Dylan réservé qu'elle connaît, Devon découvre une personnalité encore plus sombre. C'était quelqu'un d'assez maladroit, avec un sens de l'humour vraiment noir. Il était très morose. Il faisait des blagues sur des sujets qui ne font pas rire la plupart des gens, comme la mort, et tout un tas de sujets vraiment glauques. Ces idées noires, Dylan Klebold les ressasse dans son journal intime. Ce journal est un document rendu public récemment par les autorités américaines. Des centaines de pages scannées par la police. Dylan Klebold y raconte son mal-être adolescent. Il dessine des armes, des cercueils, des guerriers sans tête. De son écriture torturée et nerveuse, il exprime son amertume et ses tendances suicidaires. J'ai tellement envie de mourir. C'est pas juste. Je voulais être heureux, je l'ai jamais été. Résumons ma vie, l'existence la plus misérable de tous les temps. Je n'ai jamais vu Dylan avec une petite copine. Je ne l'ai même jamais entendu parler d'une fille dont il était amoureux. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y avait des filles qu'il aimait bien, et ça se voyait dans la façon dont il les regardait, ou dont il leur parlait. Mais il n'a jamais vraiment eu de petite copine officielle. Il n'en parlait pas, ça le mettait super mal à l'aise. Dylan Klebold dessine des pleines pages de cœur. Il était amoureux en secret d'une élève de Columbine, et il en parle bien sûr dans son journal intime. De son côté, l'ami de Dylan, Devon Adams, fréquente aussi Eric Harris. Eric est tombé amoureux de moi.
Mais à l'époque, je sortais déjà avec un copain à lui, donc c'était pas possible. Et puis après, il m'en a aussi voulu parce que mon petit copain passait moins de temps avec lui et Dylan. Il m'en a voulu parce que selon lui, j'avais brisé leur amitié, l'amitié entre les trois copains. Il voyait en moi une sorte de Yoko Ono. Autant que je sache, ils ont peut-être eu des petites copines, et encore, je n'en suis même pas sûr. Mais en tout cas, ils n'ont jamais eu de relation sérieuse avec une fille. Et ils sont morts puceaux. Dylan Klebold est filmé ici par son copain Eric Harris. Il fait le clown devant la caméra et se moque de la musique country. Here you are, my good friend Dylan, almost halfway to school. What's up? Doing our normal morning ritual, waking up. Yeah, it happens, it has to. Nous sommes 2 ans avant le massacre. Ils s'amusent à filmer leurs 400 coups. À cette époque, ils expriment leur agressivité à travers des jeux dérisoires. Ces vidéos sont des documents inédits à la télévision française. Oh my God. What the hell are you doing to my sister's bike? Retour au lycée. Klebold et Harris sont passionnés d'informatique. Richard Lang, leur professeur au lycée Columbine, les embauche comme assistants. Ils travaillent avec lui 1 à 2 heures par jour. C'étaient des étudiants très agréables. Ils aimaient bien mon cours. Ils étaient très intéressés par les nouvelles technologies et ils avaient vraiment envie d'apprendre. C'étaient des élèves avec lesquels je n'avais aucun problème en classe. Je dirais même qu'ils faisaient clairement partie des meilleurs. Eric et Dylan étaient des enfants parfaitement normaux, et même très brillants, c'est clair. Dylan était très intelligent. On s'en rendait compte rien qu'en parlant avec lui. Il avait un vocabulaire très riche et il utilisait des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez un lycéen. Dylan Klebold et Eric Harris sont considérés comme des intellos, presque des marginaux dans l'école. On les appelle les outcasts, les exclus. Ni sportifs, ni très riches, ni très beaux. Dès l'entrée du lycée dans le grand hall, une vitrine imposante. Tous les trophées sportifs gagnés par le lycée de Columbine, la fierté de l'établissement. Klebold et Harris, eux, ne font partie d'aucune équipe. À Columbine, les étudiants les plus populaires, ce sont les lutteurs ou les footballeurs. Et ceux qui faisaient partie de ces équipes jouaient de ce prestige pour se faire respecter. Et puis il y avait aussi des groupes de filles qui étaient considérées comme des modèles parce qu'elles étaient riches, parce qu'elles étaient belles, avaient de bonnes notes ou étaient très obéissantes en classe, enfin des trucs comme ça. Mais Eric et Dylan, eux, ils étaient bien loin de ça. C'étaient les 2 ados les moins populaires de l'école. Pas seulement de leur classe, mais de l'école tout entière. C'était vraiment des nazes, les plus losers des losers. Dans son journal intime, Dylan Klebold se désespère. Quand je vois tous ces frimeurs de sportifs qui s'amusent, ont des amis, des petites copines, une vraie vie, j'envie leur existence superficielle. Un jour, j'ai été plaquée contre une rangée de casiers au lycée par un footballeur de l'école. Tout ça parce qu'il m'avait vu parler à Dylan. Il m'a dit « Pourquoi tu parles à ce PD ? T'es Gwyn ou quoi ?» C'est un vrai con, ce type. Eric et Dylan devaient supporter ça tous les jours. Et tout le monde le savait. Quand on en parlait entre nous, on en rigolait parce que de toute façon, il n'y avait que ça à faire. 1 an avant la tuerie. Cette fois, c'est Dylan qui tient la caméra. Eric est de dos, en t-shirt noir. Ils marchent dans les couloirs du lycée et en face d'eux, on voit arriver une bande de sportifs costauds. Dans ce genre de cas, il vaut mieux s'écarter de leur chemin, parce que ces couloirs, c'est chez eux, c'est leur monde.
Mais Eric et Dylan ne se sont pas écartés. Et on voit alors les sportifs qui leur mettent des coups de coude dans les croisants et font presque tomber la caméra. Mais Eric et Dylan ne réagissent pas. Ils n'insultent pas les sportifs. Ils sont tellement habitués qu'ils ne disent même pas « Hey, qu'est-ce que vous faites les gars ?» Ils continuent leur chemin parce que ce genre d'humiliation, c'est leur quotidien. Tuer des lycéens a été plus facile pour eux que de trouver leur place dans ce lycée. Voilà la grande leçon à retenir de Columbine. Suite de leur tournage dans la cafétéria du lycée. Eric Harris aussi tient son journal intime. Lui aussi est fasciné par la violence et les armes. Il se dessine en guerrier triomphant sur un charnier. Il est fasciné par le nazisme et le Ku Klux Klan, obsédé par les génocides. Il écrit en lettres capitales « Tuer l'humanité ». Son journal intime est une logorée haineuse. Haine. Je suis rempli de haine et j'adore ça. Je déteste les gens et il ferait mieux d'avoir peur de moi s'ils veulent sauver leur peau. J'aurai ma revanche bientôt. Tous ces connards auraient mieux fait de me foutre la paix. À la vidéo, les deux amis se perfectionnent et réalisent désormais des petits films de science-fiction. A few years ago, when that first atomic bomb went off near here, for some reason, some of these clothes have been just getting pretty radioactive on us, so gotta go take them out. Yeah, the government here wants us to take out another one of those radioactive clothes infested encampments. Yeah. We've been doing those for the past few months. They get harder and harder every time. I don't know how we're gonna keep doing this stuff. I think we might have to get some more weaponry. Dylan et Eric incarnent deux flics à la Tarantino. Ils ont récupéré de fausses armes et c'est un copain qui les filme au beau milieu de leur quartier. Keep your eyes open, keep your fucking fingers on the triggers, shoot anything that moves, it's made of clothes. D'après le scénario, ils doivent descendre dans la cave d'une maison pour retrouver des vêtements radioactifs. Mais le polar de science-fiction tourne à la farce. Voici un autre court-métrage tourné 5 mois avant le massacre. Cette fois, Eric Harris et Dylan Klebold jouent les justiciers. Ils recrutent l'un de leurs camarades pour jouer un étudiant maltraité. People are always making fun of me. I don't like it. I need some help. Oh! Les deux adolescents se filment carrément dans le lycée. Grâce à la fiction, ils se vengent de leurs humiliations quotidiennes. La scène fait froid dans le dos. Ils seront habillés ainsi le jour du massacre. Ça sent la répétition générale. We can protect you, but for a cost. I'll pay anything. Very well. Dans la scène suivante, les deux acteurs honorent le contrat et exécutent celui qui maltraitait l'étudiant. Thank you guys so much. You saved my life. You know what? He's kind of getting annoying. Yeah, he is. You should kill him. I think she died. Alright, this is... À la fin du film, ils explosent de haine face caméra. No, you goddamn piece of punk ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 frickin' months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? Pour Eric Harris et Dylan Klebold, la frontière entre fiction et réalité n'est plus très claire.
La famille Brown a filmé Dylan Klebold 5 mois avant le massacre. C'était lors d'une répétition de la pièce de théâtre de fin d'année. Dylan s'occupait du son pour le spectacle. Regarde, Dylan sourit là. Il a pas l'air de détester ces gens. Il écoute juste son professeur. Et pourtant, il s'apprêtait à tous les tuer. Tous ces gamins qui l'entourent. Il sait qu'il va les tuer, tous ces gosses. Il est là avec eux. Je me demande si tout cela était bien réel dans sa tête avant que cela n'arrive vraiment. Je ne sais pas. Long manteau noir et Rangers aux pieds, Dylan Klebold a définitivement adopté dans la vie de tous les jours ce look de tueur, tout droit sorti d'un film. Plus l'amitié entre Eric et Dylan se renforçait, plus leur personnalité changeait de façon radicale. Ils étaient de plus en plus sombres, asociaux. Judy Brown se souvient d'une anecdote. La scène a lieu 4 mois avant le drame. Dylan Klebold déjeune au restaurant avec Sue, sa mère. Ce jour-là, Dylan portait son grand manteau et ses lunettes noires. Et Sue, sa mère, se rendait bien compte que la tenue de son fils effrayait les clients. Alors elle a dit à son fils, « Dylan, tu fais peur aux gens avec cette tenue, enlève-moi ça !» Et il l'a regardé et il a souri. Je pense qu'en étant habillé comme ça, c'est la première fois de sa vie qu'il avait ce sentiment de pouvoir. De son côté, Eric Harris se radicalise davantage encore. Eric est devenu très colérique. Il était très agressif avec tout le monde, comme si rien n'était jamais assez bien pour lui, comme si personne n'était à son niveau et qu'il était supérieur à n'importe qui d'autre. Et parce qu'il se sentait supérieur à tout le monde, pour lui tous les autres étaient stupides. Il les détestait. Eric Harris crée sur son site internet une page web intitulée « Vous savez ce que je déteste ?» Vous savez ce que je déteste? Les gens qui utilisent toujours les mêmes mots à toutes les sauces. Comme « tu vois » ou « va te faire foutre » ou « connasse ». Ouvrez 1 ou 2 livres, bordel, et améliorez votre vocabulaire, espèce d'idiot. Vous savez ce que je déteste? Les fans de Star Wars. Vous n'avez rien d'autre à foutre de vos vies. Vous savez ce que je déteste? Quand je vois un groupe de bouffons qui squattent le trottoir et qui m'empêchent de passer. Tirez-vous de mon chemin, ou je vais revenir avec un fusil à canon scié pour vous exploser la gueule. C'est Dwayne Fuselier, agent du FBI, qui a dirigé l'enquête sur le massacre de Columbine. 24 heures après la tragédie, il est l'un des premiers à analyser les écrits des 2 meurtriers. Il interprète le fonctionnement du duo. J'ai décelé chez Dylan une profonde tendance suicidaire. Et il s'est rapproché d'Eric Harris qui, lui, avait la rage. C'est l'alchimie entre cette envie de meurtre d'un côté et la dépression de l'autre qui a conduit à cette amitié fatale. Aurait-on pu arrêter la dérive de Dylan Klebold et Eric Harris? Avant la tragédie, il y a eu plusieurs signaux d'alarme que personne n'a détectés. D'abord, des petits dérapages sans gravité. Un jour, Brooks Brown a rendez-vous avec Eric Harris pour aller au lycée. Il est en retard. La suite, c'est sa mère qui la raconte. Eric Harris avait jeté un bloc de glace sur le pare-brise et ça l'a fissuré. Et je dirais que c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment empiré. Nous avons appelé la police pour leur signaler l'incident. Les policiers sont venus chez nous et sont aussi allés chez les Harris. Mais nous n'avons pas déposé plainte. Le père d'Eric, Wayne Harris, demande à son fils d'aller présenter ses excuses. À l'époque, le père tient un carnet sur son fils intitulé Eric. Ce carnet de 23 pages fait partie des documents récemment rendus publics. Au sujet de l'incident du pare-brise cassé, le père écrit. Fissure dans le pare-brise. Je crois Eric, mon fils, plutôt que la femme de Brown. Ils font toute une histoire d'un incident mineur. Eric et son père n'ont jamais proposé de nous rembourser. Le père d'Eric a tout fait pour minimiser l'affaire.
Il a expliqué que ce n'était qu'une petite bêtise d'ado, un truc de garçon. Le père a très mal pris le fait que nous ayons appelé la police. Quelques semaines plus tard, tout le quartier soupçonne Eric Harris d'avoir mis de la colle dans des serrures de maisons et de voitures et d'avoir incendié des buissons. Eric Harris nie, mais dans son journal, il se délecte de ses mensonges. Je mens beaucoup, quasiment tout le temps et à tout le monde. Comme ça, je suis sûr d'éviter les emmerdes. Je sais bien que je déteste les menteurs, alors que j'en suis un moi-même, un sacré menteur en plus. 2 ans et demi avant le massacre, nouveau dérapage, un cran au-dessus. Le système informatique du lycée Columbine est piraté par Dylan Klebold, Eric Harris et 2 autres étudiants. Ils volent la liste des codes qui ouvrent les casiers des élèves. Leur but, se venger d'un étudiant. Ils ont laissé un message de menace dans le casier de l'étudiant. Ils avaient écrit qu'ils étaient prêts à le tuer ou quelque chose dans le genre. Sur décision du lycée, les 4 élèves sont suspendus 3 jours. Et dans son carnet, le père d'Eric Harris prend la défense de son fils. Nous sommes aussi des victimes. Nous ne voulons pas être accusés à chaque fois que quelque chose se passe. Ce n'est pas la faute d'Eric. Autre dérapage 3 mois plus tard, Harris et Klebold volent du matériel informatique dans une camionnette. Pris en flagrant délit, ils sont arrêtés par la police et condamnés à des travaux d'intérêt général. Ils doivent aussi écrire une lettre d'excuse à la victime du vol. C'est Eric Harris qui s'y colle, la lettre, tapée à la machine, est très polie. Je suis sincèrement désolé des préjudices que j'ai pu vous causer, ainsi qu'à votre famille ou votre entreprise. Respectueusement, Eric Harris. Mais au même moment, Eric Harris écrit tout autre chose dans son journal intime. Putain, mon plus gros problème, c'est quand les gens se permettent de me dire ce que je dois faire, ce que je dois penser et tout le reste. Dwayne Fuselier, du FBI, analyse les 2 documents. Il rédige cette lettre d'excuse et au même moment dans son journal il écrit « Si je suis libre, alors pourquoi n'aurais-je pas le droit de voler le bien d'un type qui laisse ses affaires bien en évidence sur le siège avant de sa camionnette? Ce type mérite de se faire buter. » Ce passage du journal intime est plein de rage et d'indignation. Comment les autorités osent-elles me rendre responsable d'avoir cambriolé la camionnette de ce type? C'est de sa faute à lui si j'ai fait ça. Aucune culpabilité, pas de remords. Eric n'a aucune conscience de ce qui est bien ou mal. C'est en comparant ces 2 déclarations rédigées à la même période, l'une pour des excuses officielles, l'autre extraite de son journal, que j'ai commencé à me dire que nous avions affaire à un véritable psychopathe. Le plus grave, Eric Harris l'écrit sur son site internet. Et c'est Brooks Brown qui le découvre 1 an avant le massacre de Columbine. Harris prétend avoir fabriqué des bombes artisanales. Atlanta, Folus, Peltro et Pazzi sont prêtes. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, ce sont les 4 premières bombes entièrement fabriquées par les rebelles, Reb et Vodka. Reb et Vodka, les noms de guerre d'Eric Harris et de Dylan Klebold. Le texte s'achève par cette annonce menaçante et prémonitoire. Notre seul problème maintenant est de trouver le lieu où on va tout faire sauter. Sur une autre page du site, Eric Harris décrit son plan pour le carnage. Je me fous de vivre ou de mourir dans la tuerie. Tout ce que je veux, c'est tuer et blesser le maximum de connards comme vous et certains en particulier, comme Brooks Brown. Car Eric Harris est brouillé avec Brooks Brown depuis l'affaire du pare-brise. Inquiète de ces menaces de mort, Judy Brown, sa mère, se rend au bureau du shérif. Les écrits d'Eric étaient de plus en plus violents. Jusque-là, c'était des blagues sur les maisons qu'il avait vandalisées, sur les gens dont il voulait se venger. Mais là, c'était devenu vraiment beaucoup plus sérieux. Un inspecteur nous a dit qu'il avait déjà entendu parler d'Eric Harris et qu'il avait déjà des antécédents.
Il est allé dans le bureau d'à côté et après avoir consulté son ordinateur, il a dit qu'un certain Eric Harris avait effectivement été arrêté pour avoir cambriolé une camionnette. À ce moment-là, il a dit « je le tiens ». Je lui ai dit « est-ce que vous avez besoin de plus d'informations ?» Il a répondu « je n'en ai pas besoin. Je l'ai identifié, je le tiens ». Il avait l'air de totalement maîtriser la situation. Dès le lendemain, Judy Brown croise Eric Harris au centre commercial. J'étais dans un grand magasin et j'ai vu Eric foncer vers la caisse et jeter un magazine sur le comptoir. C'était un magazine spécialisé sur les armes à feu. J'étais effrayée parce que je ne savais pas que ce gamin s'intéressait aux armes. J'étais terrifiée parce que j'ai tout de suite pensé, un jour il va tirer sur mon fils. J'ai voulu m'assurer que l'inspecteur Hicks, celui que j'avais été voir, avait bien fait son travail. Je voulais être aussi sûre qu'Eric n'était pas au courant que nous avions vu la police à son sujet, parce que j'avais peur que ça le mette en colère. Eric était très rancunier et ne laissait rien passer. Alors j'ai laissé un message à l'inspecteur Hicks. S'il vous plaît, rappelez-moi, Eric s'intéresse maintenant aux armes. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois, mais il ne m'a jamais rappelé. Nous sommes 6 mois avant le massacre. Eric écrit dans son journal intime « Des armes. J'ai besoin d'armes. Donnez-moi des putains d'armes à feu. » Problème, les 2 apprentis tueurs sont encore mineurs. Impossible pour eux d'acheter ces armes. Alors, pour contourner la loi, ils demandent à une copine majeure de le faire. 5 mois avant le massacre, ils récupèrent 2 fusils à canon scié, une carabine 9 mm et des munitions. Le soir même, Eric Harris écrit « Je suis armé jusqu'aux dents. J'ai plus confiance en moi, je me sens plus fort, presque comme un dieu. J'ai confiance. Je suis capable de tromper tout le monde. Si tout va bien, j'exécuterai mon plan en avril. Nous avons les armes, on les a, bande d'enfoirés. C'est fini maintenant, c'est le point de non-retour. » Mars 99. Nous sommes 1 mois avant la tuerie. Dylan Klebold et Eric Harris s'entraînent à tirer en forêt avec des copains. Yeah, take a look at that. That was my ghetto gun. That's a fucking slug! Imagine that in someone's fucking brain. And it hurt my wrist like a son of a bitch. I bet so. Holy shit! Guns are bad. When you saw them off and make them illegal, bad things happen to you. Just say no to sawed-offs. No, no, no. Eric Harris et Dylan Klebold préparent leur plan d'attaque. Ils dessinent leur lycée et la cafétéria où ils vont poser leurs bombes. Ces 2 points noirs représentent les 2 pylônes à côté desquels ils poseront les 2 sacs de sport contenant 2 bombes au propane. Eric note qu'à 11h15, c'est l'affluence maximale dans la cafétéria, il y a 500 étudiants. Dans leur carnet, ils précisent les détails pratiques de l'organisation de la tuerie. Ce qu'il leur reste à faire, se procurer des jerrycans de napalm, acheter des balles, remplir des bouteilles de gaz. Sur ce croquis, le dispositif prévu pour transporter un maximum d'armement sur eux. Eric Harris écrit alors dans son journal intime. Une fois que le massacre aura commencé, mettez-vous bien dans la tête qu'il y a 100 personnes maximum que j'accepterai d'épargner dans l'école. Tous les autres doivent crever. « 20 avril 1999, c'est le jour J. Eric Harris note dans son agenda. 5 heures, se lever. 6 heures, retrouver Dylan Klebold. 7h15, il part acheter du propane, je vais chercher de l'essence. 9h, mettre les sacs dans la voiture. 11h, aller à l'école. Dylan Klebold poursuit dans son journal intime. Garer les voitures pleines de bombes. Sortir. Aller en haut de l'escalier. Attendre. Quand les premières bombes explosent, attaquer. S'amuser.
Dylan Klebold et Eric Harris vont suivre leur timing à la minute près. Ils commencent par déposer dans la cafétéria 2 sacs de sport contenant des bombes au propane. Leur but, faire des centaines de morts. C'est l'heure d'affluence. Et ce sont les caméras de surveillance qui filment. Frank De Angelis, le proviseur, était présent ce jour-là. Eric et Dylan ont installé les bombes à l'intérieur de la cafétéria, puis ils sont sortis en attendant qu'elles explosent. Ils avaient prévu qu'une fois que les bombes auraient explosé, les gamins s'enfuiraient en courant par cette porte. Ils les attendaient dehors pour leur tirer dessus. Ils avaient donc en tête un objectif très précis, tuer le plus de gens possible. Mais les bombes au propane sont mal bricolées et n'explosent pas. Il est 11h20, Richard Castaldo, 17 ans à l'époque, déjeune avec son amie Rachel Scott sur une pelouse. Il voit arriver vers lui les 2 meurtriers. Ils ont commencé à nous tirer dessus. C'était comme une rafale de mitraillettes. Rachel a été touchée la première. Et puis, juste après, c'est moi qui ai été touché. J'ai entendu Rachel pleurer, doucement. Vous savez, je me rappelle lui avoir demandé si ça allait. Évidemment, je savais bien que ça n'allait pas. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Et j'ai senti qu'il fallait que je dise quelque chose. Touché à la colonne vertébrale, Richard Castaldo est resté paraplégique. Son amie, Rachel Scott, n'a pas survécu. Elle avait 17 ans. Klebold et Harris se tenaient là avec leurs armes automatiques et tiraient en bas. D'ici, ils ont tué des enfants. Ils ont tué Daniel Rorba. Dans la cafétéria, les étudiants effrayés par les coups de feu se cachent sous les tables. Puis c'est la panique. Richard Lang, le professeur d'informatique, se trouvait un étage au-dessus, dans la bibliothèque. Il aperçoit à son tour les 2 tueurs. J'ai été vraiment surpris quand j'ai vu Eric avec une arme à la main. Je me suis dit, mon Dieu, c'est Eric. Je connais ce gamin, ça ne peut pas être lui. Patty Nielsen, professeur d'art, se retrouve nez à nez avec les meurtriers. J'ai vu se rapprocher de moi une silhouette dans un grand manteau noir. Il m'a semblé qu'il avait une arme et j'ai entendu un coup de feu. Mais ma première réaction a été de penser que des étudiants tournaient une vidéo pour leur cours de cinéma. Je me suis tout de suite dit que c'était vraiment une mauvaise idée. Ça ne m'a pas traversé l'esprit une seule seconde que ça pouvait être de vraies armes. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc je me suis dirigée vers eux pour leur dire d'arrêter. Le garçon en manteau noir s'est alors retourné et a regardé droit vers moi, puis il a pris son arme et il a tiré. Il a souri d'abord, puis il a tiré. C'était Eric Harris. La balle m'a simplement frôlé l'épaule, mais sur le coup, j'ai eu très mal. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Patty Nielsen se cache alors dans la bibliothèque. J'ai appelé la police. J'ai gardé le téléphone à la main et j'ai hurlé aux enfants de rester au sol. Il est 11h24. Cela fait 8 minutes que la fusillade a commencé. Voici l'enregistrement de son appel. I do not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in holding. Oh dear God. He turned the gun straight at us and shot. Oh my God, the window went out. Oh God. Stay in the line of thought. Oh God. Le proviseur, Frank De Angelis, se retrouve à son tour face au tueur. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de me poursuivre, l'ado armé s'en est pris à Dave Sanders, un professeur qui arrivait de ce couloir. L'ado s'est arrêté, il a tiré sur Dave qui était de dos. Du coup, il ne s'en est pas pris à moi. D'une certaine façon, en arrivant par ici, Dave m'a sauvé la vie et ça lui a coûté la sienne. Dave Sanders, professeur depuis 20 ans à Columbine, décédera 3 heures plus tard. Les 2 meurtriers, eux, retournent à la cafétéria. Ils lancent 2 petites bombes artisanales.
À 11h29, Dylan Klebold et Eric Harris pénètrent dans la bibliothèque où sont réfugiés Patty Nielsen et une quarantaine d'élèves. C'est le moment le plus sanglant de la tuerie. Eric Harris et Dylan Klebold marchaient juste à côté de là où j'étais caché. Je ne les voyais pas, mais je les entendais. Ils regardaient sous les tables, ils disaient des horreurs, des choses cruelles. Je les ai même entendus narguer un étudiant, puis ils l'ont tué. Je me suis dit, ils viennent de tuer ce gosse. Il faut l'entendre pour le croire. Eric et Dylan tirent et exécutent des gens et ça les fait rire. En temps réel. Ils rigolent de ce qu'ils sont en train de faire. Ils se moquaient des gamins. Ils faisaient des remarques racistes. Ils se sont moqués des lunettes d'un ado. Ils ont dit d'un autre qu'il leur faisait pitié. De la méchanceté pure. Ils étaient juste méchants. Eric est beaucoup plus impassible. Il rigole un peu. Mais Dylan, par contre, c'est le meilleur moment de sa vie. C'est comme si c'était une grande fête pour lui. Il tue les gens et c'est vraiment la fête. C'est incroyable à quel point il prend son pied. Il s'éclate. Quand il est passé à côté de moi et que je l'ai entendu revenir sur ses pas, je me suis dit, ça y est, il va me tuer. J'étais juste à côté d'une chaise. Il a pris la chaise, l'a soulevée et a violemment frappé le bureau au-dessus de ma tête. Je ne sais pas s'il m'a vu ou non. Je ne sais pas s'il a fait ça pour m'effrayer. Je ne sais pas. Voici les images filmées par la police quelques heures plus tard. Elles donnent la mesure du bain de sang. Des centaines de cartouches tirées, les victimes étaient terrées sous les bureaux. En 7 minutes et demie, dans la bibliothèque, Klebold et Harris ont abattu 10 personnes et en ont blessé 12 autres. Les deux meurtriers retournent une dernière fois à la cafétéria. Ils jettent encore un engin explosif. Puis, Eric Harris se poste sur l'escalier et tire sur les sacs de sport contenant les bombes au propane. Il s'acharne pour les déclencher, en vain. Dylan Klebold lance un cocktail Molotov. La cafétéria s'embrase. Comme désœuvré, il constate les dégâts. La tuerie de Columbine aura duré au total 50 minutes. À 12h08, Klebold et Harris se suicident dans la bibliothèque, chacun une balle dans la tête. La description et les noms des assassins circulent rapidement dans les médias et parmi les élèves. Les médias ont décrit un ado qui mesurait 1m75, 1m80 et qui portait un grand manteau. Et dès que j'ai entendu cette description, j'ai su que c'était Eric. Je le savais. Il est le seul dans l'école qui aurait pu faire un truc pareil. Le deuxième nom mentionné, Dylan Klebold. J'étais effondré. Mon cerveau s'est comme fermé pour le reste de la journée. À la télévision, confirmation de l'identité des deux tueurs. Ce sont mes amis qui ont tué mes amis. C'était vraiment ça. Ça ressemblait à un horrible champ de bataille. Et on ne savait pas dans quel camp se situer. Les parents retrouvent leurs enfants au fil des évacuations. Des bus font la navette entre le lycée et le parc où sont cantonnées les familles. C'est dans ce parc que Tom Mauser vient chercher son fils Daniel. Quand on est arrivé, ils nous ont dit « Il y a encore un bus de l'école qui doit arriver avec des étudiants. » L'école était juste à côté. C'était vraiment pas loin et le bus aurait déjà dû être là. J'ai attendu. Puis je me suis demandé, mais où est donc ce dernier bus? Puis un enfant est arrivé et je l'ai entendu dire, j'ai vu les infos. Il parle de 25 étudiants tués. Je me suis tout de suite dit, ce bus devrait déjà être là. Je suis parti. À ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait que je rejoigne ma famille. Il n'y a jamais eu de dernier bus. Ils avaient tort. Il n'y avait pas de dernier bus.
Tom Mauser apprendra plus tard que son fils est l'une des 13 victimes. Daniel Mauser avait 15 ans, il a été tué à bout portant alors qu'il se cachait sous ce bureau dans la bibliothèque. Le lendemain, Brian Horba est lui aussi sans nouvelles de son fils. Il attend chez lui l'appel de la police. À 9h du matin, toujours rien. Il ouvre le journal et tombe sur cette photo. Il y avait une photo de mon fils, étendu mort sur le trottoir. C'est comme ça qu'on a appris sa mort. Le shérif John Stone et le préfet Dave Thomas ne nous ont jamais contactés. La police ne nous a jamais contactés. Nous l'avons appris par une photo dans le journal. L'Amérique est sous le choc. Dès le lendemain du massacre, la polémique commence. Pourquoi la police a-t-elle mis autant de temps à intervenir? Harris et Klebold se sont suicidés à 12h08. La police n'a découvert les corps dans la bibliothèque que 3h15 plus tard. Les proches des victimes ne comprennent toujours pas. Il y a très clairement eu une erreur de commandement, ce qui explique aussi le chaos de cette situation. Les chefs n'ont pas fait leur boulot et aucun de ces policiers n'a eu le courage de se dire « je me fiche des règles, j'y vais et je vais sauver ces enfants ». Aucun de ces policiers, et ils le savent tous, n'a eu ce courage. C'est ça la réalité des faits. Face aux accusations, la police répond que cette intervention était très délicate. L'unité antiterroriste des forces spéciales avait même été appelée en renfort. Ce policier faisait partie de l'opération et il justifie le temps perdu. Il y avait des bombes prêtes à exploser dans les sacs à dos. Et on pensait qu'en entrant dans la bibliothèque, l'une d'entre elles aurait pu se déclencher et exploser. Andy Brown a archivé toutes les pièces de l'enquête dans des classeurs. 45 000 pages. Mais il se bat toujours pour obtenir un document clé, la pièce manquante du dossier. Cette pièce manquante, c'est le testament vidéo de Klebold et Harris, dans lequel les deux adolescents expliquent les motivations de leur action. Des cassettes vidéo que la police ne veut toujours pas rendre publiques. Nous avons vu les cassettes de la cave. On les appelle comme ça parce qu'elles ont été enregistrées dans le sous-sol de la maison d'Eric. Un peu dans la chambre de Dylan, mais principalement dans la cave d'Eric. Ces 3 heures d'enregistrement vidéo n'ont été diffusées qu'une seule fois au début de l'enquête. Ceux qui les ont vus en sont restés marqués. Il y a un extrait dans les cassettes de la cave qui m'a frappé. Eric fait des allers-retours entre son arme qu'il appelle Arlene et un tas de bombes artisanales, tout en discutant tranquillement avec Dylan. Et Dylan lui dit « Mon oncle va être vraiment énervé ». Et Dylan commence à parler d'une fête juive. Du coup, Eric lui dit « Tu es juif ?» Et Dylan répond « Ouais, à moitié quoi, un quart en fait. » Et pendant un très bref instant, j'ai l'impression que Dylan se dit « Eric va retourner l'arme contre moi. C'est très étrange. » Puis Eric lui dit un truc du genre « Quel dommage. » Eric Harris voulait incarner la figure du mal. Ils le disent d'ailleurs très clairement dans une des cassettes de la cave. Ils expliquent que cela va être le plus gros attentat de tous les temps et ils parlent avec condescendance d'autres tueries dans des écoles où les tueurs n'ont abattu, je cite, que 3 ou 4 personnes, puis se sont arrêtés et ont abandonné. Ils disent aussi que lorsqu'un film sera fait, et leur phrase exacte c'est « Quand on fera un film sur nous, j'espère que Tarantino ou Spielberg le réaliseront. » Je crois vraiment qu'Eric s'attendait à devenir célèbre. Au Rocky Mountain News, le journal local de Denver, le reporter qui suit l'affaire depuis le début, Jeff Cass, a lui aussi visionné le testament vidéo de Klebold et Harris. Eric et Dylan passent sans transition d'une idée à l'autre. De tuer le plus de gens possible, à « tais-toi, ta mère pourrait nous entendre ». Ils tiennent également des considérations philosophiques sur leur famille et la société. Ils se disent « les gens vont se demander pourquoi on a fait ça ». Ils pressentent ce qui va se passer par la suite. Ils sont très perspicaces.
Un autre détail intéressant, ils parlent de leurs parents. Ils disent à quel point ils les aiment, à quel point ce sont de bons parents. On est en droit de se demander s'ils aimaient vraiment leurs parents. Alors pourquoi ils ont fait ça? Jeff Cass a retranscrit les derniers propos des deux adolescents. Il a vu face à la caméra Dylan Klebold s'adresser à sa famille. Vous avez fait de moi ce que je suis. Vous avez nourri ma rage. Dylan Klebold ajoute: Je sais que maman et papa vont être choqués et hallucinés. Mais voilà, je peux plus rien arrêter. Eric Harris conclut en collant son visage sur l'objectif de la caméra. C'est parti, désolé. Au revoir. Au terme d'un bras de fer judiciaire en juillet 2006, le shérif Ted Mink a refusé de rendre public le testament vidéo des deux adolescents. Je ne veux pas rendre public ces cassettes, car j'ai peur qu'elles inspirent un autre tueur. Elles pourraient donner des idées à un ado qui voudrait imiter ce qu'ont fait Eric Harris et Dylan Klebold. En janvier 2007, à la sortie du tribunal de Denver, lors d'une énième procédure contre la police pour récupérer des documents liés à l'affaire, Judy Brown, qui se bat encore aujourd'hui pour comprendre, craque. C'est exaspérant d'en arriver là. Et vous savez, il nous manque encore tellement d'informations. Et laisser le bureau du shérif décider de ce qui doit être rendu public ou non, ce n'est pas normal. Nous savons qu'ils ont caché des choses et pourtant aujourd'hui encore, nous dépendons de leurs décisions. Je ne comprends pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les maisons d'Eric et de Dylan. Et je pense qu'il est vraiment important de savoir. Je pense que c'est important pour nos enfants. Je m'inquiète pour nos enfants. Que ces documents soient rendus publics ou non, d'autres tueries auront lieu. Mais peut-être que cela pourrait en empêcher une. Vous savez, je suis vraiment hors de moi. Je suis vraiment énervée. Cette procédure, comme beaucoup d'autres, n'a pas abouti. Plus de 50 procès ont eu lieu, notamment contre les familles des tueurs, contre les vendeurs d'armes et contre le shérif. Le massacre a été entièrement décortiqué par les médias et la justice. Mais 8 ans après la tragédie du lycée Columbine, à Denver et dans ses banlieues, le dossier n'est toujours pas refermé. Car pour tous, l'acte fou de Dylan Klebold et Eric Harris reste en grande partie mystérieux. Comment deux ados ont-ils pu massacrer en rigolant 13 personnes, leurs copains de lycée? Pas de lundi investigation la semaine prochaine. On se retrouve le 7 mai avec une enquête étonnante sur les intérimaires de la guerre. Cet homme est un privé, ses autres en casquette aussi. Ils combattent aux côtés de Marines en uniforme. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle montre bien comment les privés peuvent travailler la main dans la main avec l'armée. Il fallait approvisionner les hommes en munitions. Et ce sont nos hélicoptères qui ont fait le travail. Bleu à bande blanche, l'hélicoptère est bien un appareil de la compagnie privée. Rendez-vous dans 15 jours avec ces mercenaires New Look. D'ici là, bonne continuation sur Canal. Salut. À bientôt. Bonsoir, bienvenue dans Lundi Investigation. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un tueur et particulièrement dans celle d'un ado assassin? Il y a 8 ans, presque jour pour jour, le 20 avril 1999, deux garçons de 17 et 18 ans ont fait un carnage dans leur lycée de Columbine, près de Denver, aux États-Unis.
Avec des grenades à la main et des armes de guerre, ils ont pendant 45 minutes tiré sur tout ce qui bougeait, devant le lycée, à la cafétéria, à la bibliothèque et dans les couloirs. Ils ont tué 11 de leurs camarades, un professeur et blessé 24 personnes. Apparemment, aucune revendication, aucune raison apparente à cette folie meurtrière. La police américaine vient de déclassifier 946 pages de son enquête et nous nous sommes procuré ces documents. C'est exclusif à la télévision française. Vous allez voir les journaux intimes des tueurs, vous allez voir également des vidéos inédites, des vidéos qu'ils ont filmées dans leur jeu quotidien et même les armes à la main. Vous allez surtout voir comment deux ados apparemment sans histoire, humiliés et méprisés par leurs copains, ont fini par riper jusqu'à vouloir réaliser la plus grande tuerie de l'histoire des États-Unis. Ils allaient tous les matins à l'école tout en planifiant le massacre de 400 personnes. Pour son enquête, Stéphanie Kem a retrouvé parents, professeurs et élèves témoins de ce drame. Regardez Fusillade de Columbine dans la tête des tueurs. Lycée Columbine, 20 avril 1999. Les caméras de surveillance de l'établissement filment ces scènes de panique. Ces images feront le tour du monde. Deux adolescents pénètrent dans la cafétéria de leur lycée. Équipés d'un véritable arsenal de guerre, ils tirent avec des mitraillettes, des fusils à canoncier. Ils ont aussi des bombes qu'ils jettent dans tout le lycée. Mais c'est dans la bibliothèque que la tuerie sera la plus sanglante. Seront abattus de sang-froid Daniel Mauser, 15 ans, Lauren Townsend, 18 ans, Isaiah Schwells, 18 ans, Cassie Bernal, 17 ans, Daniel Rorba, 16 ans, tué alors qu'il tentait de s'échapper du lycée. Et il n'y a pas que, au total, 13 morts et 24 blessés. Que s'est-il passé? Qui sont ces deux adolescents meurtriers et pourquoi ont-ils assassiné à bout portant leurs camarades de lycée? Nous sommes 5 mois avant la tuerie. Les deux meurtriers sont filmés par un copain dans la tenue qu'ils porteront le jour du massacre. Long manteau et lunettes noires. À gauche, Eric Harris, 18 ans. À droite, Dylan Klebold, 17 ans. Deux ados apparemment sans histoire qui se sont transformés en anges exterminateurs. C'est ici, à Denver, 3,5 millions d'habitants au cœur des États-Unis, que commence notre enquête. Nous arrivons à Littleton, dans la banlieue sud. Les deux tueurs vivaient dans ce quartier paisible et résidentiel. Les parents de Dylan Klebold habitent ces 3 grosses maisons à l'écart, avec cours de tennis et piscine privée. L'accès est bloqué par une barrière. Ils ne veulent pas rencontrer les journalistes. Dylan Klebold, l'un des meurtriers, le timide aux cheveux longs, est né en 1981. Sa mère est éducatrice pour enfants handicapés et son père ingénieur. Une famille unie. À l'école élémentaire, Dylan Klebold était bon élève. Il faisait d'ailleurs partie d'un programme pour élèves précoces. Dylan était alors inséparable de son ami Brooks Brown. La première fois que j'ai rencontré Dylan, c'était en CP. Je me rappelle, c'était le premier jour de la rentrée des classes quand chaque gamin essaie de trouver son meilleur copain. Et Dylan et moi, on se ressemblait. On était les plus grands dadais de l'école, mal dans leur basket, alors on est devenus copains. On adorait jouer au Lego ensemble quand on était gosses, alors très souvent il venait chez moi après l'école.
En bon petit américain, Dylan Klebold est inscrit dans l'équipe de baseball de son école. Il joue de la batterie et passe ses vacances chez les scouts. Les parents de Brooks Brown accueillaient souvent Dylan Klebold chez eux. Ils connaissaient bien les parents de Dylan. Les parents de Dylan n'étaient pas des parents très chaleureux, ni très tendres avec leurs enfants. Ils étaient plutôt froids et distants avec eux. Mais ils s'occupaient vraiment bien d'eux. On peut dire que c'était des parents présents. Ils ne buvaient pas, ne sortaient pas. Ils restaient chez eux en famille, n'étaient pas grossiers, pas violents. Ils ne donnaient même pas de fessées à leurs enfants. Tom, le père de Dylan, était contre la guerre. Il n'aimait pas les armes. Dylan Klebold est un garçon comme les autres, qui grandit dans une banlieue blanche et sans histoire. Eric Harris, le second meurtrier, arrive à Littleton à l'âge de 12 ans. Son père, Wayne Harris, est militaire. Il déménage au gré de ses mutations. Son fils Eric est un enfant solitaire et sans attache. Randy Brown nous emmène voir la maison des Harris à quelques rues de chez lui. Ici, c'était la maison d'Eric Harris et de ses parents, celle avec le garage ouvert. Bien sûr, ils ont déménagé depuis. Comme ses deux parents travaillaient, Eric faisait un peu ce qu'il voulait. Ses parents ne s'inquiétaient jamais de savoir ce qu'il faisait dans sa chambre ou dans sa cave. En 1993, Eric rentre au collège. Il se lie d'amitié avec Dylan Klebold. 5 ans avant le massacre, le couple infernal est formé. En 1996, les deux copains font leur rentrée ensemble au lycée de Columbine. Ils ont 15 ans. À l'époque, Dylan Klebold a une amie, Devon Adams. Pour ses 16 ans, elle invite Dylan à sa fête d'anniversaire. La